Bonjour et bienvenue dans une divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Ceci est la troisième et dernière vidéo consacrée à l'art. Nous penserons le sens de la production artistique. À quoi cela sert? Toute action est réalisée en vue d'une fin. Il y a donc un intérêt. Ce dernier est individuel, puisque subjectif et relatif aux œuvres et aux sensibilités de chacun. Ainsi, il s'agit de penser le rapport intime des individus aux œuvres et ce que cela peut apporter. La première sensation est le plaisir, qui n'est pas forcément lié au beau. Le plaisir, c'est éprouver des sensations agréables lorsque l'on accède à l'œuvre. Mais il n'y a pas que ça. Nous développerons dans cette dernière vidéo 5 axes. Le premier est le plaisir. Le deuxième, la notion de catharsis. Le troisième, pense l'art comme lutte idéologique. Le quatrième admet que l'art n'est pas utile. Et enfin, nous terminerons sur une conclusion. Première partie, le plaisir. Le plaisir est une expérience qui ne nécessite aucune conception. On se confronte à l'art pour profiter des sentiments que cela nous procure. Cela accompagne nos activités, comme écouter de la musique au travail ou à une soirée. Le plaisir est évident pour le spectateur, mais cela concerne aussi l'artiste. L'artiste mobilise les facultés de l'homme. Le plaisir est provoqué à la fois par le désir et par l'activité qui se fait. Il peut même y avoir des explications biologiques ou hormonales. Il peut y avoir un enjeu d'échange et d'appropriation. On discute, on écoute, on visite, on achète des tableaux, etc. Les objets artistiques donnent aussi des indices sur la personnalité des individus. Cela indique des manières de penser et d'apprécier. Cela joue aussi sur notre manière de penser l'artiste et l'œuvre. Peut-on les dissocier? Par exemple, le chanteur du groupe Noir Désir, Bertrand Cantat. Il a purgé une peine de prison pour le meurtre de sa compagne, Marie Trintignant, en 2003. Malgré sa peine purgée, de nombreux concerts sont annulés, alors même qu'il n'y a pas de message ou de fait allant dans le sens des violences envers les femmes dans son œuvre. Est-ce que l'œuvre doit être condamnée autant que l'artiste? Et même si l'artiste a été condamné et la peine purgée, est-ce que cela ne remet pas en question le droit et la possibilité légale de réhabilitation ou de réinsertion professionnelle? Est-ce que cela empêche d'éprouver du plaisir à l'écoute de l'œuvre? Pour autant, la relation de l'œuvre à l'artiste est indéniable. C'est l'artiste qui exprime des choses, qui extériorise des visions du monde. L'œuvre est pensée, malgré tout, avec une certaine indépendance dans sa relation au spectateur. Si nos rapports à l'art sont si complexes, c'est parce que cela indique un fonctionnement psychologique propre à chacun. Il existe même des thérapies usant de l'art. Cela s'appelle l'art-thérapie, tout simplement. Cela peut être des réflexions sur des musiques choisies et le sens de ces choix par le patient. Cela peut être la pratique des arts plastiques pour penser les modes d'expression et étudier les symboles psychologiques. On peut aussi penser aux mandalas qui peuvent réduire le stress, etc. Ces thérapies ont pour ambition d'augmenter le bien-être des individus. Ainsi, du plaisir, nous passons peu à peu à une dimension spirituelle, c'est-à-dire liée à l'âme, comme lorsqu'il est question de purification. On appelle cela la catharsis. Deuxième partie, la catharsis. L'art servirait à extraire de notre âme des sentiments négatifs. C'est la transposition de ce que nous ressentons sur des œuvres. C'est un phénomène que nous pouvons retrouver dans les films d'horreur. Nous pouvons regarder et apprécier sans souhaiter que les éléments qui aient lieu dans le film arrivent effectivement. Nous transposons des peurs sans les vivre, pour évacuer une certaine pression psychologique. La catharsis est parfois utilisée pour lutter contre l'ignorance de ce que seraient les choses réelles, si elles nous arrivaient réellement. Aristote l'a évoqué dans le chapitre 4 de la Poétique. Imiter est en effet, dès leur enfance, une tendance naturelle aux hommes. Et ils se différencient des autres animaux en ce qu'ils sont des êtres fort enclins à imiter et qu'ils commencent à apprendre à travers l'imitation, comme la tendance commune à tous de prendre plaisir aux représentations. La preuve en est ce qui se passe dans les faits. Nous prenons plaisir à contempler les images les plus exactes des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, comme la forme d'animaux les plus méprisés et des cadavres. Une autre raison est qu'apprendre est un grand plaisir, non seulement pour les philosophes, mais pareillement aussi pour les autres hommes, quoique les points communs entre eux soient peu nombreux à ce sujet. On se plaît en effet à regarder des images, car leur contemplation apporte un enseignement et permet de se rendre compte de ce qu'est chaque chose.
Par exemple, que ce portrait-là, c'est un tel. Car si l'on se trouve ne pas l'avoir vu auparavant, ce n'est pas en tant que représentation que ce portrait procurera le plaisir, mais en raison du fini dans l'exécution, de la couleur, ou d'une autre cause de ce genre. L'extrait concerne l'art poétique. Il vient du grec poiein, faire. L'art est une action qui serait principalement imitation. Il s'agit de penser les arts écrits et les arts oratoires, la poésie avec le théâtre et la tragédie. Il y a des techniques particulières comme le chant, la mesure ou la construction de vers via ce que l'on appelle le mètre. L'imitation est celle des comportements humains et des formes naturelles. Pour Aristote, c'est une tendance naturelle, c'est-à-dire une habitude acquise et propre aux hommes. L'art n'est pas animal. L'habitude est un fait universel concernant toutes les facultés, dont celle de représentation. La représentation est l'idée de concordance entre notre idée de ce que sont les choses et notre ressenti. Par exemple, je dessine un poisson avec des caractéristiques qui correspondent à l'idéal que je me fais et qui soient reconnaissables par tout un chacun. Nous nous confrontons à des images qui seraient le plus proches possible de la réalité. Ce n'est pas qu'un plaisir de contemplation, c'est-à-dire un plaisir du fait de regarder. Il y a aussi une dimension éducative dans l'imitation et dans l'œuvre poétique. Cette dimension est aussi un plaisir. Il y a une forme d'observation des images qui permet d'avoir accès aux formes des choses et de comparer plusieurs expériences. C'est ainsi que nous pouvons reconnaître le portrait de quelqu'un. Le plaisir n'est pas provoqué par la personne représentée, mais par la qualité de l'exécution de l'œuvre. La catharsis est la délimitation de ce qui est conforme ou non à des expressions ou des traits naturels. Plus c'est conforme, et mieux nous nous sentons en nous confrontant aux œuvres. Il y a aussi un rapport à l'artiste qui est moins pensé. L'artiste réfléchit aux manières dont il pourrait exprimer ce qu'il ressent. Parfois, il est contraint par sa situation émotionnelle ou psychologique pour produire. Par exemple, le poème de Tristan Corbière, La pipe au poète, qui est une allégorie de ce que doit exprimer l'artiste pour évacuer des sentiments. Il y a une dimension plus évidente qui est celle de l'allégorie sexuelle, mais je ne vais pas l'évoquer ici. Je suis la pipe d'un poète, sa nourrice, et j'endors sa bête. Quand ses chimères éborgnées viennent se heurter à son front, je fume, et lui, dans un plafond, ne peut plus voir les araignées. Je lui fais un ciel, des nuages, la mer, le désert, des mirages, il laisse errer là son œil mort. Et quand lourde devient la nuit, il croit voir une ombre connue, et je sens mon tuyau qu'il mord. Un autre tourbillon délie, son âme, son carcan, sa vie. Et je me sens m'éteindre, il dort. Dors encore, la bête est calmée. File ton rêve jusqu'au bout, mon pauvre. La fumée est tout, s'il est vrai que tout est fumé. La pipe fait référence à l'acte de fumer, ce qui a pour effet de réduire le stress et l'anxiété. La bête fait référence à l'esprit de l'artiste. La pipe calme l'artiste tout comme la réalisation d'une œuvre qui permet d'évacuer des ressentis et qui exprime des choses. Quand la réalisation est finie, l'esprit est apaisé. L'action qui permet d'apaiser l'âme s'identifie à une certaine conception du bonheur, comme l'ataraxie. La catharsis, c'est parvenir à purifier son âme, c'est-à-dire à penser à son calme en accédant au repos de l'âme. C'est aussi exprimer des messages, des idées, des opinions, dénoncer un fait ou une situation. Troisième partie, lutte idéologique. L'artiste peut choisir d'exprimer ses positions dans ses œuvres. Il peut penser des événements, par exemple le conflit nord-irlandais au début du XXe siècle par le groupe Cranberries dans la chanson Zombie. Il peut penser des conditions de travail, par exemple des conditions de travail dans les glaneuses de Millet. Il y a aussi des objections politiques, comme des caricatures dans un journal. Si les œuvres ont des messages particuliers, cela veut dire qu'elles sont destinées à certains publics. Cela peut être problématique dans certaines formes de militantisme. Des messages peuvent ne pas être perçus ou peuvent ne pas être compris. Il y a aussi des risques de censure par un État. Par exemple, le film La Garçonne de Armand Duplessis en 1923, adapté du roman éponyme de Victor Marguerite. Le personnage principal est Monique, qui milite pour la reconnaissance des droits des femmes à être chef d'entreprise, le droit à disposer de son corps et à être bisexuelle. Monique gère en partie un music-hall.
mais surtout une entreprise de décoration intérieure. Elle a de nombreuses passions et a vécu plusieurs histoires de drogue, d'humiliation, etc. L'œuvre présente des scènes lesbiennes et évoque des pratiques contraires aux mœurs de la société, des pratiques considérées comme perverses. Officiellement, la censure est justifiée pour les motifs d'attouchement indécent et de danse lubrique. L'art peut servir à des luttes idéologiques, mais semble limité à un lieu, à un temps et à un public. L'art a un rôle universel, mais ses formes sont particulières et relatives. Mais nous pouvons penser que l'art n'a pas forcément une fonction universelle, et dans ce cas, il ne servirait à rien. Quatrième partie, l'art ne sert à rien. Si l'art servait à quelque chose, il y aurait une intention donnée aux œuvres, c'est-à-dire l'idée qu'une musique, un tableau, une sculpture, etc. pourrait être un outil. Si l'œuvre est indépendante de l'artiste, elle acquiert un sens uniquement pour les individus qui vont en profiter. En tant que beaux-arts, qu'est-ce que les œuvres apportent à l'artiste? Les beaux-arts sont parfois rapprochés de la philosophie. Nietzsche les pense ensemble quand il est question de génie. Une analogie est peut-être possible. À quoi sert la philosophie? Eh bien, pour Jean Kelevitch, philosophe et musicologue français né en 1903, mort en 1985, la philosophie ne servirait à rien. Ou plutôt, nous ne devrions pas réfléchir à son utilisation. Tout comme pour la musique. Jean Kelevitch était pianiste et a beaucoup écrit sur la musique. Mais quand on dit à quoi servent les philosophes, on s'attend à ce qu'on dise à rien. Et j'ai envie de dire aussi, avec cet objecteur virtuel, rassurez-vous, ça ne sert à rien. Si c'est pour servir à quelque chose, ça, en effet, ça ne sert à rien. Parce que finalement, j'ai hâte de faire de la philosophie. La philosophie, c'est fait pour qu'on en fasse, n'est-ce pas? C'est pas fait pour qu'on en parle, en réalité. C'est comme la musique. La musique, c'est fait pour qu'on en joue, pour qu'on en entende, mais pas pour qu'on en parle, mais pas pour qu'on pérore. Alors ceux qui pérorent sur la philosophie n'ont pas envie d'en faire et se croient tenus, alors quand elle est attaquée, de la défendre. La philosophie et la musique sont des objets d'expérience. Il y a quelque chose d'insaisissable et que l'on ne peut pas définir. Il y a un je ne sais quoi. L'art fait partie de nos vies. On n'en parle pas et on en fait. On affirme ainsi son existence. L'art serait donc ineffable, pour reprendre le vocabulaire de Jean Kelevitch. On ne peut rien en dire et on ne peut pas le délimiter, sinon on en ferait un concept. Il s'agit donc de rendre les choses concrètes. L'art existe. C'est une voie ouverte à notre imagination et à notre interprétation. Conclusion. D'un point de vue sceptique, l'art est une manipulation des phénomènes. Nous ne pouvons rien affirmer sur ce que seraient les choses. Nous ne faisons que traverser les phénomènes que nous identifions selon nos expériences sensibles. Il n'y aurait pas de faux et pas de vrai. Il n'y aurait même pas cette idée. L'art manipule ce que nous percevons et ce que nous ressentons. Nous nous en servons pour partager nos impressions avec les autres. Mais cela ne servirait pas la vie humaine de manière générale. Chaque homme est responsable de ses actes et de ses impressions. Il n'y a pas de sens général à donner à l'art. Pour qu'il y ait de l'art, il faut s'y confronter et il faut en faire. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.